Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à la Baraton. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jardinier en chef du domaine de Versailles depuis plus de 40 ans, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir pour le Livre de la Rose, paru aux éditions Grasset le 17 mai dernier. Pourquoi avoir éprouvé le besoin de rendre hommage à cette fleur? Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir à Amiens, une ville que je ne connais que moyennement. J'ai eu la chance, grâce à Marie, d'apercevoir au loin la cathédrale magnifique et depuis les fenêtres du train, il y a quelques ortillonnages. Donc très heureux d'être avec vous ce soir. Et je le disais donc à l'instant à la présidente des libraires de France, la maman de Marie, pour rien vous cacher, combien j'étais heureux d'aller au-devant des lecteurs. Je pense que quand on a la chance d'être édité, quand on a la chance d'avoir des libraires qui mettent votre livre en vitrine, on se doit par correction de se rendre là où ils travaillent. Donc pour la raison pour laquelle je suis donc très heureux d'être avec vous ce soir. Alors pourquoi, pour répondre à votre question, avoir choisi la rose? Mon truc à moi, ce sont les arbres. Moi, j'aime l'arbre, il me parle, il est impressionnant. Mais la rose, au début, me parlait moyennement peu. Oui, nous nous rejoignons quelque peu de ce côté-là. Parce que j'entendais madame tout à l'heure qui discrètement disait, moi, je n'aime pas les roses. C'est comme très curieux, comme parce que j'ai Louis Fine. Et en fait, j'ai voulu parler des roses pour trois raisons. La première des raisons, je me suis rendu compte que c'était la seule plante dans un jardin, ou l'une des rares plantes à qui l'on donne une identité. Quand votre forsythia est en fleur, quand votre pommier est en fleur, quand votre végélia est en fleur, on ne dit pas forcément le nom de la variété. Quand on a un Pierre de Ronsard, on est fier de le montrer. Mon Pierre de Ronsard a encore donné quelques fleurs. Donc on lui donne un nom. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je me suis rendu compte qu'il y avait des collectionneurs de rosés passionnés qui ne pouvaient pas concevoir de jardin sans rose. Donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose avec la rose. Et puis il y a une petite dizaine d'années, un rosiériste m'a offert ma rose. Eh ben, je dois avouer que quand vous avez une rose qui porte votre nom, on est quand même relativement fier. Alors j'ai eu des titres, des décorations, des médailles, mais je crois que si je devais dans la hiérarchie mettre ce qui m'honore le plus, c'est la rose. Elle est jaune. Alors je vais vous faire. Je me suis dit ce soir, je vais vous avouer tout, parce qu'il m'arrive de mentir pour la bonne cause. Par exemple, dans le livre, je dis que si j'ai choisi, parce que j'en parle, une rose jaune, c'est que le jaune symbolise pour moi les plages de l'Atlantique, le sable et le soleil. Oui, mais pas que. Pas que. Parce que dans le langage des fleurs, il se dit que offrir une rose jaune à une femme signifie à la personne, vous êtes volage. Et quand j'ai été fait parrain de la rose, je préférais les femmes volages aux femmes sérieuses. Et je me suis dit, peut-être qu'avec des roses jaunes, on ne sait jamais. Voilà donc la raison exacte pourquoi j'ai voulu m'intéresser vraiment aux roses. Julien Green dit d'une rose qu'elle meurt alors que les autres plantes crèvent. Êtes-vous d'accord? Ah, complètement. Ça revient à ce que j'expliquais à propos de l'identité. Et regardez la délicatesse que l'on a à se débarrasser d'une fleur fanée. Quand vous avez une plante quelconque dans votre jardin, vous coupez la fleur fanée, vous la jetez. La rose fanée, c'est différent. C'est presque une sorte de geste sacré. On l'attrape délicatement, on la met dans un panier, on la porte ensuite sur le tas du compost où on la met ailleurs. Mais il y a presque quelque chose presque de charnel, de très sensuel dans l'entretien d'un rosier. Mais il est vrai que le rosier est une plante, on guette la floraison, c'est également la seule plante, là aussi, où on a besoin d'approcher son nez pour la sentir. Quand on voit une fleur, on la regarde, on apprécie la couleur, on regarde le massif, on n'approche pas forcément le nez. On le fait si on sent une odeur. La rose, même si on ne sent rien, on se sent obligé d'approcher. Donc la rose est la plus belle des plantes, la plus noble. Mais vous savez, juste un chiffre pour vous donner un peu le tournis. Rien que pour la Saint-Valentin aux États-Unis, il s'en vend 200 millions de tiges et il se vend chaque année dans le monde 15 milliards de tiges de rosiers. Donc je ne suis pas le seul à aimer les roses. 15 milliards de personnes, au moins une fois dans l'année, ont offert à la personne qu'ils aimaient une fleur. Enfin, c'est une sacrée production de roses. Ce qui induit malheureusement de la contrefaçon, parce que la rose est un marché financier énorme, considérable, qui peut même dépasser l'entendement. Je vais vous, si vous le permettez, vous donner un exemple concret. Quand j'étais jeune jardinier, je m'extasiais devant la beauté des catalogues Meillan. Et il y avait la rose Papa Meillan que je trouvais merveilleuse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux rosiers. Et après, j'ai découvert Madame Meillan. Madame Meillan, c'est une fleur, elle a une petite histoire qui mérite vraiment d'être racontée.
Alain Meillan, rosiériste très connu, dans les années 1930, a conscience que les Allemands risquent de détruire sa production. Et il part aux États-Unis en emportant avec lui les précieux rosiers. Sur place, il invente Madame Meillan, mais la plante ne porte pas encore son nom. En 1945, il la baptise Peace, P-E-A-C-E, paix, en hommage à l'ONU qui va se créer. Et cette plante est officiellement baptisée le jour de la chute de Berlin. Cette fleur, revenue en France, va donc être baptisée du nom de la maman de Meillan, Madame Meillan. Cette fleur a été vendue dans le monde, ce rosier, à 250 millions d'exemplaires. Vous imaginez un petit peu la rentabilité de ces plantes. Voilà. Donc les plantes ont des histoires extraordinaires. Le marché de la rose est un marché particulier. On y mêle gros sous, sentiments et bonheur. Mais en finalité, il y a une fleur qui est, je crois, la plus belle des fleurs, avec peut-être quand même la pivoine. Donc on parlait de contrefaçon et parfois de surproduction de la rose. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait des roses qu'on pouvait garder 2-3 ans, qui étaient traitées de façon spécifique. C'est épouvantable. Moi, j'aime bien le temps que durent les roses. Ce qui fait la beauté d'une rose, c'est cette fleur que l'on offre en bouton. Vous la regardez, sera-t-elle rose, sera-t-elle rouge, sera-t-elle blanche? Il y a encore un petit doute. Elle s'épanouit chez vous dans votre vase et vous la gardez quelques jours. Et puis cette rose finit par sécher et disparaître. Alors bien sûr, on a tous connu cette rose qu'on a offert amoureusement et qui est restée dans un petit vase. La rose qui sèche, qui ne ressemble plus à grand-chose et qui disparaîtra à l'occasion d'un déménagement. Mais une rose ne vit que quelques jours. Les roses bleues que l'on trouve dans les restaurants le soir vendues à la sauvette. Les roses capables de durer des années. Les roses vendues dans des petits pots pour les fêtes de fin d'année. Ce ne sont pas des roses, ce sont des produits industriels. Moi, je vous parle de la rose, la vraie, celle avec laquelle on se pique si on ne prend pas soin de se protéger les épines, celle qui sent bon et celle qui vous parle quand on la regarde. D'ailleurs, pourquoi la rose a des épines? C'est pour se défendre. Parce que la rose, avant qu'elle ne soit dans votre jardin ou dans votre vase, vivait en pleine nature. Et cette plante, c'est dit que la meilleure façon de se protéger contre les herbivores, c'était de mettre des piquants pour tenir à distance les incisives de quelques bestioles. Et ça fonctionne. Les roses sont nées il y a des millions d'années. Elles ont tellement été appréciées. J'ai voulu, à la fin du livre, je ne l'ai pas fait, je voulais faire un lexique de toutes les roses de France. Je me suis arrêté à 15 000, rien que pour la France. Alors vous imaginez un petit peu. Voilà. Cette rose a tellement fasciné qu'on en a créé des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'exemplaires. Et je ne sais plus quelle était votre question. Les épines. Et les épines, donc, c'est qu'à l'origine, la plante est sauvage et elle se protège des herbivores ainsi. Les épines que vous appelez aussi autrement, si je ne m'abuse. Ce sont des aiguillons. Des aiguillons, oui, voilà. J'ai trouvé ça très joli. Voilà. Il y a quantité de termes. C'est un peu comme le fruit, le cynorhodon. Je ne vous demanderai pas de l'orthographier. Le cynorhodon, c'est déjà pas très beau ou très facile à écrire. L'autre nom, c'est gratte-cul. Avouez que c'est quand même encore moins joli. Hein. Donc on se contentera de parler du fruit du rosier. Les premières roses nous viendraient de Chine il y a plus de 4000 ans. La mythologie a aussi son explication sur la naissance de la rose. Pouvez-vous nous parler du mythe d'Adonis? Ah, Adonis, un garçon assez étonnant, Adonis. Adonis a deux amoureuses. Il a Aphrodite, la déesse de l'amour, et il a Perséphone, qui elle est la déesse des enfers. Elles sont toutes les deux magnifiques, mais Adonis est un beau garçon. Alors, pour ne pas se mettre à dos l'une des deux déesses, ben, il partage sa vie entre les enfers et la terre. 6 mois par an sur terre, 6 mois par an dans les ténèbres de la terre. Et la rose, justement, va être la fleur qui va symboliser le retour à la vie. Quand la fleur apparaît, c'est l'arrivée du printemps, c'est le culte d'Aphrodite, c'est le culte de l'amour. Et puis quand la fleur se fane et va se séparer de ses feuilles, alors il est grand temps de rejoindre les enfers et de partager son temps auprès de la déesse des ténèbres. C'est une belle époque, que cette époque de la mythologie, parce qu'on y apprend quantité de choses. Par exemple, les Romains, ça c'est assez étonnant, aimaient cultiver des plantes en pot, mais ils n'arrosaient pas les plantes, il fallait qu'elles meurent de soif, car en faisant ainsi, les plantes nous rappelaient la brièveté de la vie. Il y a beaucoup de philosophie. Ensuite, les Romains se sont inspirés, bien sûr, de la rose et du mythe et du culte d'Adonis, raison pour laquelle Néron, pour séduire autour de lui, n'hésitait pas à déverser des tonnes de pétales sur des plages quand il organisait des festins. Cléopâtre fut séduite après qu'une chambre avec 1 mètre de pétales ait été déposée. Remarquez, c'est quand même une grande reine d'Égypte, il fallait la séduire. Raison pour laquelle, d'ailleurs,
c'est ce que j'ai découvert tardivement, la rose était trop symbole de luxure en France, donc raison pour laquelle elle n'apparaît vraiment chez nous qu'au Moyen-Âge. Je parle dans la représentation, la peinture, la littérature, bien sûr. Vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. Extrait des Caprices de Marianne d'Alfred de Musset. Les roses du Bengale existent-elles? Oui, mais en fait, les roses du Bengale, il est toujours très difficile de dire si telle ou telle rose existe. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Elle est signée de John Ford. John Ford, c'est un metteur en scène. On lui donne des films extraordinaires. Et un jour, quelqu'un lui disait qu'il avait du mal, en regardant ses films, à faire la distinction entre la réalité et la légende. Et John Ford a répondu, quand la légende est plus belle que la réalité, alors on n'imprime que la légende. Mais la rose du Bengale existe vraiment. Et a-t-elle un parfum? Alors, elle a un parfum. Là aussi, il faut toujours être très prudent. Parce que quand on parle de ces roses un peu mythiques, elles ont un parfum bien sûr envoûtant, elles ont des teintes absolument merveilleuses. En un mot, elles ont la beauté qu'on a envie de leur donner. Quand un auteur se pâme devant une rose, quand il fait de la fleur le thème principal de son ouvrage, forcément, la fleur n'a que des qualités. Moi, je suis toujours très prudent. Par exemple, à Versailles, lieu dont je viens aujourd'hui d'ailleurs, il y avait très peu de roses sous Louis XIV. Il n'y en avait même pas. Le jardin à la française n'aime pas du tout la rose. Ensuite, on va créer des roses pour Marie-Antoinette, bien évidemment. Mais on a créé, il y a quelques années encore, le rosier André Le Nôtre. Hein. Or, André Le Nôtre n'aimait pas, je ne dis pas qu'il n'aimait pas les roses, mais il n'en plantait pratiquement pas. Eh bien, je commence déjà à découvrir dans quelques revues importantes que si on a donné le nom d'André Le Nôtre à des roses, c'est que forcément, il aimait les roses. Oui, donc il faut être très prudent. Justement, vous venez de dire que la Reine des Fleurs n'a pas toujours eu sa place à Versailles. Elle est arrivée avec Antoine Richard. Oui, Pouvez-vous nous parler de lui un petit peu? Je peux même ne vous parler que de lui, Allons-y. tant j'ai pour cet homme une passion extraordinaire. Parce qu'il y a une chose qui est un petit peu injuste à Versailles, c'est que Versailles a eu un grand jardinier, André Le Nôtre, et qu'ensuite, apparemment, il n'y a pas de place pour qu'il y en ait d'autres. La renommée, la gloire posthume d'André Le Nôtre a vraiment étouffé tous ceux qui ont succédé, et c'est injuste. Antoine Richard est le fils de Claude. Richard Claude est le jardinier de Louis XV. C'est lui qui accepte de venir à Versailles à une condition, une seule, ne dépendre que du roi. Déjà, c'est quand même pas mal, je trouve, comme argument. Il n'est payé que sur la cassette du roi. Et il va même demander à Louis XV la permission de faire construire près du Petit Trianon sa propre maison. Vous imaginez un petit peu. C'est comme si aujourd'hui Emmanuel Macron me demande d'aller à l'Élysée et m'autorise à construire dans les jardins un pavillon. Au cas où je réponds oui, je vous les rejoins. Mais j'ai un horrible doute quand même. Claude Richard donc s'installe à Trianon, va créer la Reine Marguerite Blanche, va créer quantité de jardins extraordinaires, des pépinières de Louis XV absolument phénoménales, et il a pour fils Antoine, j'y arrive. Antoine qui est le gamin qui se prend de passion lui aussi pour la botanique, et pendant que papa jardine auprès du roi, Antoine parcourt le monde dans les bateaux pour collecter les plantes les plus rares. Lorsque Marie-Antoinette, en 1774, monte sur le trône, elle demande à Antoine Richard de détruire le jardin de son père, mais de lui créer le jardin anglais que l'on connaît. Antoine Richard est quelque peu perturbé, il l'accepte finalement, et il va donc créer le jardin que l'on connaît aujourd'hui. Lui, pour plaire à Marie-Antoinette, il va installer quantité de roses, dont la plus célèbre, celle qui est sur le tableau, peint par Madame Vigée-Lebrun, Marie-Antoinette à la rose. Mais si Antoine Richard a du mérite, ce n'est pas seulement pour avoir planté des rosiers à Versailles. En 1793, au plus fort de la terreur, il s'oppose au projet de morcellement du domaine et de sa vente aux enchères. Si le domaine de Versailles est éclaté en parcelles et vendu, c'est la mort de Versailles. Alors, très courageusement, parce qu'il en faut du courage pendant la Révolution, il va s'opposer à ce projet. Il a l'idée de planter dans les parterres du château des pommes de terre et des arbres fruitiers autour du Grand Canal. Et il déclare solennellement que Versailles devient maintenant et officiellement un lieu d'alimentation pour le peuple. Grâce à Antoine Richard, Versailles est sauvé de la vente, donc de la démolition. Aujourd'hui encore, quand on visite Versailles, on le doit donc à Antoine Richard qui a sauvé Versailles. Aucune plaque pour le rappeler, aucun texte qui le précise, très peu d'ouvrages lui sont consacrés. Il n'y a pas de gloire posthume pour deux jardiniers. André Le Nôtre a malheureusement la primauté, et c'est un peu dommage, parce que Antoine Richard méritait quand même d'avoir sa place, ou au minimum un buste. Il n'y a même pas son buste à Versailles. C'est jamais trop tard. Vous demandez à qui?
Alors, j'ai demandé à tous les présidents qui se sont succédés à Versailles, tous m'ont répondu oui. Et puis, voilà. Bon. On va appeler Macron, il est amiénois. Ben oui, mais bon. Comment créer une rose? Parce qu'on parle beaucoup de création de roses, la rose Alain Baraton, la Elle est très rose belle. Ronsard. Elle est vraiment très belle. Je le dis, mais elle est On va regarder, on Non, n'a mais elle pas est un jaune. accès Internet, il va falloir qu'on aille voir la rose Alain Non, Baraton. non, mais j'aime beaucoup ma rose. Non, comment on crée une rose, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, pour faire simple, pour créer une fleur nouvelle, il faut que le pollen d'une fleur se dépose dans le cœur d'une autre fleur. Il faut donc que ce pollen, il y a l'étamine, une étamine et le pistil. Je dis ça, c'est amusant, parce que je me suis rendu compte à une période où on commence à sexualiser les mots, eh bien, l'organe mâle d'une plante est féminin, alors que l'organe femelle, lui, est masculin. Une étamine, un pistil. Donc l'étamine est l'élément masculin, il porte le pollen, et il suffit simplement de transporter le pollen de la fleur sur l'étamine, sur le pistil d'une autre rose. Et au bout de quelques semaines après avoir supprimé les pétales, après avoir protégé la fleur avec un sac papier pour éviter qu'un insecte vienne perturber la pollinisation, eh bien, le rosier va produire un fruit, le cynorhodon, avec des graines. Les graines vont être semées, il y a donc une nouvelle plante. Et on renouvelle l'opération jusqu'à ce que l'on obtienne la fleur que l'on souhaitait la plus belle possible. C'est très compliqué, il faut parfois plus de 10 000 semis pour obtenir une plante. Et après, quand la plante a été enfin fabriquée, on va la greffer et la reproduire à l'identique, un peu comme un livre. Raison pour laquelle les rosiéristes créent des fleurs et ensuite les pépiniéristes reproduisent les roses en payant des droits d'auteur. Donc quand vous dites 10 000 semis, ça représente combien de temps? Alors ça peut représenter quelques semaines, quelques mois, quelques années. Vous savez, le monde du jardin est un monde très particulier. Moi, j'étais ami avec Éric Borja, qui était le maître du jardin zen. Et dans le jardin zen, quand vous avez un rocher dans un torrent, il faut que ce rocher vienne d'un torrent, pas n'importe quelle pierre. Eh bien, Éric Borja, malheureusement, nous a quittés il y a quelques mois. Il leur a mis plus de 40 ans avant de trouver son rocher. Bien, moi, je connais, par exemple, les Croix, qui sont des rosiéristes du côté de Lyon, qui sont toujours en quête de nouvelles variétés, qui mettent parfois des années avant d'obtenir la fleur qu'ils aimeraient. Alors, ils ont en stock des fleurs non baptisées. Le résultat ne leur convient pas, ressemble trop à une autre rose, ou alors se dégrade avec le temps. Il faut également que la plante soit capable de se maintenir, mais il faut donc quand même plusieurs années avant d'obtenir une rose de qualité. Dans votre passage consacré à la culture du rosier, vous dites qu'il faut laisser faire la nature. Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé la nature et je trouve qu'on intervient un petit peu trop. Et je pense que si de temps en temps on laissait le végétal s'exprimer, eh bien il serait beaucoup plus beau. Prenons l'exemple du rosier. Quand on parle de la taille des rosiers, il y a toujours une polémique. Moi, les plus grandes polémiques que j'ai créées sur France Inter, ce n'est pas quand je dénonce un abattage d'arbres, ce n'est pas quand je dénonce une loi scélérate, non, c'est quand je parle de la taille des rosiers. Parce que tous les mois, enfin tous les automnes, j'en parle, et tous les automnes, ma boîte mail explose, les insultes fusent, on n'est pas loin de la menace. Alors je vous explique. Il y a deux manières de tailler les rosiers. Celle que vous avez, vous, tendance à privilégier, et qui est donc la suivante. Vous taillez votre rosier à 3 yeux, en sachant que le dernier œil se situe de préférence sur l'extérieur, l'œil étant le bourgeon. Vous taillez en biseau pour éviter que la goutte d'eau qui descend à 300 km reste bloquée sur la tige une fois qu'elle s'explose. Vous aérez le cœur du végétal et vous avez logiquement taillé, comme il se doit, un rosier. C'est ainsi que tous les manuels d'horticulture, que toutes les revues horticoles vous expliquent comment tailler les rosiers en rajoutant quand les gelées ne sont plus à craindre. Voilà. Et moi, j'ai taillé les rosiers pendant 30 ans, exactement comme je viens de vous expliquer. Et puis un jour, je suis en Angleterre et je suis reçu par David Austin. David Austin, le grand maître, le grand pape de la rose anglaise. Je suis en train de discuter avec lui dans ses champs quand je vois ses employés tailler les rosiers au tailleur électrique. Là, je me dis, il y a un problème quelque part. Parce que j'aime bien de temps en temps m'étonner. Je suis le spécialiste de la question sans réponse. Donc là, je vois la situation et je lui dis, mais est-ce que vous êtes devenu fou, David? Que se passe-t-il? Il me dit, c'est la meilleure technique. On ne perd pas de temps, on se fout royalement des 3 yeux,
même la petite branche la plus malingre, elle a son rôle. Simplement, il faut tous les 3 ou 4 ans aérer un peu le cœur du végétal et couper le bois mort. Mais vous verrez, c'est très efficace. Alors, je dis comment vous faites. Il dit c'est simple, vous réduisez des 2/3. Je claque. Je reçois quelques temps plus tard un livre de la Société anglaise des roses, un ouvrage sérieux, qui recommande même le tailluet à moteur, plus rapide, plus performant. Je suis quand même un peu estomaqué. Et de retour en France, je rencontre mon ami André Ève, rosiériste de son état, et je lui dis, mais André, comment tailles-tu tes rosiers? Et il m'explique que lui aussi procède comme David Austin. Je dis, pourtant, quand j'achète tes rosiers, sur la notice explicative, tu ne dis pas que... Tu dis les 3 yeux. Il dit, oui, car si je disais ce que je fais vraiment, les gens me prendraient pour un fou et n'achèteraient plus mes rosiers. Voilà. Alors, si vous avez des rosiers, faites l'expérience, taillez-les comme vous le faites d'habitude, mais prenez-en un des 2/3 au printemps et vous verrez le résultat. Il fleurira plus tôt, plus et plus tard. Il faudra donc nous envoyer des photos, s'il vous plaît. Voilà. Preuve à l'appui. Dans quel cas, je n'aurais pas laissé faire la nature, bien évidemment, je l'aurais quand même un petit peu soulagé. Oui, j'aime qu'on laisse faire la nature. Vous savez, en 1999, c'est une journée qui m'a beaucoup frappé. Nous sommes le 26 décembre. Il y a une tempête d'une rare violence qui fait les dégâts dont vous vous rappelez. 18 500 arbres sont à terre, 33 000 devront être coupés les jours suivants. Et je suis dans les jardins, il n'y a plus de vie. Le parc est mort. Et je me rappelle le silence et le nombre d'oiseaux à terre. Et je suis avec le président de l'époque, Hubert Astier, quand nous sommes dérangés par un bruit à moteur. Et arrive devant nous une turbine. Un type vient traiter les moustiques. Oui, nous traitions les moustiques pour que les gens qui, comme moi, habitent dans le parc ne soient pas dérangés en été. C'est surréaliste. Il n'y a plus de vie dans ce parc de Versailles. La seule activité est un type qui vient tuer le peu d'insectes. Nous décidons ce jour-là d'arrêter toute dispersion de produits chimiques, quels qu'ils soient, fongicides, herbicides, insecticides. 23 ans plus tard, 24 ans plus tard, les hirondelles reviennent, les légumes sont goûteux. Alain Ducasse, nous continuons de lui en fournir pour son restaurant. Les parterres de fleurs, je crois, n'ont pas à rougir de par leur beauté. Et la nature est en train de regagner un petit peu de ce qu'elle avait perdu. Donc oui, je laisse faire la nature. Nous arrêtons de trop tailler les arbres en alignement parce qu'ils en souffrent. On accompagne la nature, on ne l'oblige plus, comme le faisaient mes prédécesseurs. Et du coup, les pucerons de nos rosiers nourrissent nos oiseaux. J'adore les pucerons. Non mais attendez, le puceron, imaginez. Moi j'ai une amie qui me téléphone un jour, elle me dit viens voir, tu ne me croiras pas, elle habite au 9e étage. J'arrive et elle avait un pot avec plein de pucerons. Mais elle me dit comment sont-ils venus? Regarde à la loupe, ils n'ont pas d'ailes. Et il est vrai que les pucerons souvent n'ont pas d'ailes. Je me suis donc renseigné sur le puceron. Le puceron, boulotte, il n'a donc aucune aile. Mais quand la nourriture manque ou qu'il faut gagner de nouveaux territoires, alors la génération suivante, elle, se dote d'ailes. Hop, ils partent, arrivent sur un autre balcon, ils n'ont plus besoin d'ailes, la génération qui viendra n'en aura plus, et ainsi de suite. Je trouve ça merveilleux quand même. J'ai appris à regarder les insectes, quantité d'éléments. L'épère est une araignée qui est de grosses dimensions quand elle est de sexe féminin et toute petite quand elle est mâle. Et le problème de Madame Épère, c'est que quand elle a été enfin séduite par un garçon, après l'acte, elle a tendance à vouloir le boulotter. Et je me suis dit, mais comment fait Monsieur Épère pour arriver à ses fins? Ce que je vous dis, je n'invente rien. Monsieur Épère, un matin, est dans son jardin. Il a tendu une grande toile, il guette un insecte. Une fois l'insecte attrapé, il l'entoure avec son fil de soie, il en fait un paquet cadeau. Là, il attend. Dès qu'il voit une femelle dans le jardin, il agite la toile, elle, à peine vénale, se précipite, et pendant qu'elle dépiote son cadeau, lui, avec son fil de soie, lui attache les pattes. Il fait sa petite affaire, et avant qu'elle ait eu le temps de se libérer, il est donc reparti. C'est merveilleux. La nature est superbe. C'est merveilleux. J'aimerais qu'on retourne à Versailles pour parler de Marion et Jean Delot. Ah. C'est une histoire, on parle souvent de légende, et longtemps j'ai cru que cette histoire était une légende. Et puis il y avait des éléments qui étaient troublants dans les noms, dans les périodes. Et à force de me documenter, de chercher, eh bien ce n'est pas une légende. Cette histoire est vraie. Je vais donc vous raconter une histoire un peu émouvante, mais une très belle histoire. Mais pour la petite anecdote, je suis rentré à Versailles en 1976. Ça fait donc 47 ans. Je devrais moi-même être classé monument historique, mais personne n'en parle. Et je trouve ça navrant. Enfin, passons. Et je me suis toujours posé comment... Hey,
C'est noté. Et je me suis souvent posé des questions sur Marie-Antoinette, sur le roi, sur les jardins. Et j'aime bien avoir réponse à mes questions. Et je découvre l'histoire de Jean Delot et de la petite Marion. Et après avoir vraiment fouillé dans les archives, eh bien, je vous assure que cette histoire, elle est vraie. Alors, évidemment, on s'imagine Marion peut-être plus belle qu'elle n'est vraiment. Peut-être que Jean Delot n'était pas aussi gamin. Mais l'histoire est vraie. L'histoire commence sous Marie-Antoinette au hameau de la Reine. La petite Marion est la fille d'un jardinier. Et elle aime venir avec son papa quand la reine va du côté du hameau. Et le père cueille quelques roses, pardon, et demande à sa fille d'aller offrir les fleurs à Marie-Antoinette. C'est une sorte de rituel. La reine vient peu au hameau de la reine, mais quand elle vient, la petite Marion est folle de joie. Elle va pouvoir remettre un petit bouquet à la reine. D'ailleurs, Marie-Antoinette, un jour, est choquée parce qu'elle va entendre, nous sommes en 1786, la petite Marion chanter des chansons déjà un peu révolutionnaires, comme quoi le souffle de la colère arrive déjà à l'intérieur même du domaine. Mais comment en vouloir une gamine de 13 ans? Donc bien entendu, elle ne lui fait pas grief. En 1789, vous connaissez la suite, c'est la Révolution, et la famille royale quitte Versailles. Un matin, on vient chercher la petite Marion, car les députés du peuple ont décidé de célébrer la jeunesse, la beauté, l'innocence, etc. Et ils ont choisi Marion pour apparaître sur un char qui va défiler dans les rues de Versailles. C'était la grande mode à l'époque, il y avait des déesses pour tout et pour rien. Et la petite Marion va devoir donc apparaître à moitié nue sous un voile qui ne laisse rien masquer de son anatomie. Eh bien, elle est terrorisée. Elle est terrorisée pour trois raisons. La jeune fille est pudique, la jeune fille est profondément catholique, et la jeune fille aimait bien la reine de Marie-Antoinette. Et l'idée d'être ainsi exhibée sur un chat la terrorise complètement. Et elle sait que si elle refuse, elle et sa famille risquent d'en pâtir. Alors, de nuit, elle se rend dans le hameau de la reine et elle prend une décision dramatique. Elle va se massacrer le visage avec les épines de rosier. Elle se défigure. Le lendemain matin, les révolutionnaires viennent la chercher, découvrent la gamine et le visage ensanglanté. Elle a 17-18 ans. Bien entendu, ils décident de choisir une autre jeune fille. En parallèle, Jean Delot, lui, était un petit gamin du même âge qui, à l'époque où la petite Marion offrait des roses à Marie-Antoinette, lui, courait à Ville d'Avray, commune à peu près à 3-4 km, chercher de l'eau que Marie-Antoinette aimait boire, d'où le surnom Jean Delot. Lui, son rôle, c'était de courir. L'occasion de rappeler peut-être une petite parenthèse, qu'il y avait à Versailles un potager extraordinaire et que les cuisiniers, quand ils avaient besoin de fines herbes, demandaient aux gamins de courir au potager, en chercher pour que ce soit frais et que l'on cueille la juste quantité. Ces gamins passaient leur journée à galoper, d'où le terme professionnel de galopin, ça vient de là, c'était donc des galopins. Le petit Jean Delot, donc, est un galopin, tout simplement, qui est donc parti faire les guerres de révolution. Et quand il revient en pleine révolution, il a perdu un bras à la guerre. Et il a une idée, il a une envie, un désir, c'est retourner voir la petite Marion, car il en était amoureux. Il n'a jamais osé lui dire qu'il l'aimait, mais il était secrètement amoureux de la petite Marion. Et Marion elle-même était amoureuse de Jean Delot, mais elle n'avait jamais osé lui dire. Toujours est-il que quand il a le courage de revenir, il vient se présenter à elle avec un bras en moins, il découvre le visage transformé, mais il est toujours aussi amoureux. Elle lui tombe, je veux dire, dans les bras, sans aucun... Voilà. Elle lui saute au cou. Et là, l'histoire est tout à fait exacte. Ils se sont vraiment mariés. Je ne sais pas s'ils ont eu des enfants, mais Monsieur Charpentier, c'était son véritable nom, a été nommé par l'empereur ensuite jardinier en chef. Il va exercer 50 ans à Versailles. Voilà. Donc voilà l'histoire de l'un de mes prédécesseurs. Il y a quand même de temps en temps de belles histoires d'amour. En effet. Une autre histoire m'a surprise, celle des rosiers de Maginot. Est-ce que vous pourriez nous la raconter? Ah oui, alors ça, je n'en revenais pas non plus. Nous sommes en 1930. Oui, c'est le général Giraud, pour être très exact. Donc, le général est en cours d'inspection de la ligne Maginot, c'est cette fameuse ligne où les Allemands jamais n'oseront passer, et il découvre que le lieu manque quelque peu d'humanité. Et on va planter sur la ligne Maginot des milliers de rosiers après une souscription. On propose au peuple français de contribuer à l'embellissement de la ligne Maginot. Il va donc y avoir un rosier, des milliers de rosiers qui vont être plantés, avec une rose d'ailleurs qui aura pour emblème, pour phrase, qui s'y frotte s'y pique.
Là, j'ai un horrible doute sur les résultats. Mais effectivement, pendant la guerre, on a planté des rosiers sur la ligne Maginot. La rose est reine de tous les mythes. Pourquoi les filles naissent dans les roses et les garçons dans les choux? Là, j'ai un horrible doute. Bon, vous l'avez écrit. Oui, je l'ai écrit. Vous savez, la difficulté quand on écrit un livre, je vais vous expliquer, c'est qu'on l'écrit, et puis le temps passe, et puis après on part sur un autre ouvrage, et donc là on est dans... On est chez Clytemnestre. Oui, tout à fait. Alors, celle-ci prend place en Grèce au temps éorique, lorsque la reine Clymestre, n'ayant plus de linge, prit pour nettoyer les mythiques arrière-trains royaux des jumeaux qu'elle venait de mettre au monde, des pétales de rose pour sa fille et des feuilles de chou pour son fils. Son dévouement maternel fut bien peu récompensé, car quelques années plus tard, elle sera sauvagement assassinée par ces mêmes enfants devenus adultes, Oreste et Électre. Oui, c'était des gamins charmants. Superbe. Il y a dans toutes ces histoires de mythologie, c'est absolument épouvantable, des bergers qui ont les yeux crevés, et là où les yeux sont tombés apparaissent des violettes, Hyacinthe, tout ça, ce sont des histoires absolument terrifiantes. Si vous deviez nous faire visiter une roseraie maintenant, où irions-nous? Ah, c'est toujours très délicat. C'est toujours très délicat parce que déjà, qu'est-ce qu'une roseraie? Une roseraie est un lieu généralement exclusivement planté de roses. Il faut donc distinguer deux sortes de roseraie. La vraie roseraie, où l'on vient uniquement voir des roses, et ensuite le parc généraliste, où il y a peut-être quelques plantations de roseraie. J'aurais tendance, pour répondre à votre question, à vous parler de bagatelle. Je suis un peu étroitement lié à Marie-Antoinette, voyez-vous. Il faut dire que je partage son jardin depuis une quarantaine d'années. La Haie les Roses est également un lieu que j'aime beaucoup. L'abbaye de Chalice, dans l'Oise, est également un lieu qui mérite le détour. Mais je crois qu'en fait, toutes les roseraie se valent, parce qu'en fait, ce sont des lieux... Tous les jardins, en fait, méritent d'être visités. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une roseraie en particulier. Toutes méritent le détour, parce qu'un jardin, on y va en fonction de son état d'esprit. Ça dépend de la personne avec qui vous êtes, de l'heure de la journée. Mais non, je n'ai pas j'ai pas de préférence. La ressource d'inspiration de tous les arts. Parlez-nous du Raphaël des fleurs. Ah, Raphaël des fleurs. C'est ainsi qu'on surnommait Redouté. Là, j'ai un doute sur le prénom de Redouté. Ça va me revenir. Donc, Redouté qui était donc non. Le premier qui... Oh. Pierre-Joseph, on y était Pierre presque. Joseph, voilà. Pierre-Joseph Redouté, c'est un homme qui a créé tous ces vélins, en particulier, qui a d'ailleurs d'abord travaillé au Muséum d'Histoire Naturelle, donc au Jardin des Plantes de Paris, et qui ensuite venait à la Malmaison, chez Joséphine de Beauharnais, l'impératrice, donc Napoléon, peindre des roses. Et il est vrai que la manière avec laquelle il les peint, il les représente, c'est aussi esthétique que botanique. En un mot, c'était de véritables chefs-d'œuvre qui permettaient aux scientifiques de travailler. Et pour la petite anecdote, parce que moi je suis quelqu'un qui aime les anecdotes, j'ai découvert également une chose amusante. Napoléon avait ordonné donc la guerre avec les Anglais, et les Anglais lui rendaient bien ses remerciements en créant un blocage maritime. La marine anglaise, au large de nos côtes, empêchait le passage de tout navire étranger. Mais l'impératrice Joséphine aime les fleurs et elle aime les rosiers. Et de temps en temps, il y a des plantes qui viennent de l'étranger. Eh bien, les navires anglais, par amour pour la botanique, avaient ordre de laisser passer les navires qui transportaient les plantes pour l'impératrice. Sauf que de temps en temps, ils faisaient preuve d'humour. Quand ils arraisonnaient un bateau et montaient à bord, et quand ils voyaient les caisses où il y avait les précieuses plantes, ils s'amusaient à rayer l'étiquette où il était indiqué à Sa Majesté l'impératrice par un plus républicain à Madame Bonaparte. Mais vous voyez, comme quoi la rose a été capable de sceller parfois des amitiés entre différentes nations, même en guerre, et on a fait des folies pour les roses, oui. Il y a aussi la musique. Quelle chanson célébrant la rose vous touche le plus? Alors je devrais vous l'avouer, une petite tendresse pour Françoise Hardy. Parce que j'aime Françoise Hardy, parce qu'elle m'aime bien, déjà elle me l'a dit une fois, donc déjà ça facilite les choses. J'aime le ton de sa voix, et j'aime cette chanson Mon ami la rose. Parce que cette chanson, elle est pure, elle est agréable à entendre. C'est une chanson qui correspond également à ma jeunesse, donc que j'aime beaucoup. J'aurais pu vous parler également Au guet vive la rose de Guy Béard, sauf que j'ai appris que c'était pas de lui. Alors là, c'est quand même un choc. C'est une vieille chanson moyenâgeuse qu'il a repris à son compte. Donc, non content d'avoir fait un succès avec ça, il en a donc tiré des droits d'auteur, tant mieux pour lui. Mais la chanson Au guet vive la rose n'est pas de Guy Béard.
c'est une vieille chanson. J'aurais pu vous parler également de l'importance et la rose, qui a été longtemps repris par même les imitateurs. Donc, en fait, je crois que j'aime bien toutes les chansons qui parlent de rose, avec peut-être une exception. Une exception. Je pense que vous vous souvenez encore de Jacques Lantier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les roses blanches. Avec ma sœur, nous allions à l'école en chantant les roses blanches. On arrivait, on était en larmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous la raconte en 2 mots. C'est un petit gamin qui, tous les week-ends, va voir à l'hôpital sa maman, qui est gravement malade. Et il vient avec des roses blanches. Et tous les dimanches, il vient avec des roses blanches. Et un jour, il vient, et l'infirmière lui dit que la maman, elle est morte. Voilà. C'est aujourd'hui dimanche. Le cauchemar. Je vais encore poser une question à la Baraton, puis après je vous demanderai si vous avez des questions. Comment être un bon jardinier? Être un bon jardinier, il y a 3 qualités indispensables. La première des qualités, faire preuve de patience. La patience, c'est la qualité numéro 1 des jardiniers. Et une petite anecdote historique, si vous le permettez. André Le Nôtre quand Jean me fatigué ce soir, il est anobli par Louis XIV, vers la fin de sa vie d'ailleurs, tardivement. Et quand Louis XIV demande à André Le Nôtre ce qu'il aimerait voir apposé sur son blason, Le Nôtre lui dit: Majesté, vous êtes toujours à vous plaindre de ma lenteur, je ne suis pas lent, c'est la nature. Et exprès pour se moquer du roi, il va demander 3 limaçons et une feuille de chou. Et l'emblème officiel d'André Le Nôtre, c'est 3 limaçons et une feuille de chou. Donc première qualité d'un jardinier, la patience. Deuxième qualité, le sens de l'observation. Comment voulez-vous être un bon jardinier si vous n'êtes pas capable de regarder ce qui va et ce qui ne va pas? Si vous n'êtes pas capable de déceler chez une plante une souffrance? Une bonne maman, c'est elle qui voit tout de suite, en regardant son enfant, s'il souffre ou s'il est malheureux, rien qu'à l'expression de celui-ci. Et la troisième qualité, c'est d'aimer la vie, tout simplement. Je crois qu'on ne peut pas aimer, les fleurs et ne pas aimer la vie. Je crois que c'est lié. Je vais parler sur les ondes d'Inter ce week-end du Festival des Roses de Chédigny. Parce que oui, vous parliez tout à l'heure de la roseraie, j'aurais pu parler de Chédigny. Chédigny, c'est un village dans l'Indre-et-Loire qui a été créé, qui vit depuis longtemps, mais en 1998, le maire du village, Pierre Louot, décide de supprimer les trottoirs. Il va planter 800 rosiers sur le territoire de la commune. Le jardin va devenir, le village, jardin remarquable. Et il y a cette semaine, donc ce week-end, le Festival des Roses. Et en travaillant mon ouvrage sur Chédigny, j'ai appris que les parents de Pierre Louot étaient des justes de la nation. Pendant la guerre, on avait des petits jardins à Chédigny, on y cultivait des légumes, mais on y cachait des juifs. Comme que des gens qui aiment les roses aiment également leurs semblables, c'est ça que j'aime dans le jardin. Donc on est un bon jardinier. Patience, observation et amour de la vie et donc de son prochain. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Vous pouvez l'applaudir. Allez-y, monsieur. Oui, on est en Picardie, donc la rose de Picardie. Mais la rose de Picardie, c'est plutôt l'églantier au départ. Et je voulais savoir si toutes les roses pouvaient se manger. Parce que je suis allé au jardin d'Argoul, qui est en fait un limitrophe avec le Nord-Pas-de-Calais. Il y a une abbaye. Et il y a un jardin et on donne à manger au restaurant des pétales. Alors, est-ce que toutes les roses peuvent se manger? C'est très bizarre comme question. Ceci dit, il y a une recette à la fin du livre, donc Oui. c'est quand même un peu raccord. Il faut être très honnête. Les pétales de fleurs peuvent souvent se manger, mais n'offrent souvent d'intérêt que la couleur qui vont un peu égayer une salade. La rose, effectivement, toutes les roses, oui, peuvent se manger, mais je crois qu'il est quand même préférable de regarder la rose plutôt que de la manger. Et si demain à Versailles, je vous vois brouter mes parterres de roses, je serai malheureusement dans l'obligation de faire appel à la sécurité pour vous accompagner. Voilà. Mais quand une rose sent bon, on l'approche, et souvent on a envie d'en goûter un peu de cette... C'est très curieux là. C'est pas tous comme ça en Picardie. Non mais pourquoi pas? Je suis un peu picard, mais je me soigne. Non, mais on vous taquine, je ne me moque pas, on taquine. Non, mais il est vrai que, oui, généralement, alors, il faut être prudent. Parce que quand je dis que quand une rose se commercialise, enfin se mange, toutes les variétés peuvent se manger.
Oui, elles sont toutes cousines, si vous voulez. Mais de temps en temps, il faut être prudent. Par exemple, les pois, quand vous prenez le dictionnaire, on vous dit que le pois se mange. D'ailleurs, le pois est un légume à vocation alimentaire, mais le pois de senteur, lui, il est toxique. Donc, il faut être quand même très prudent. Mais oui, je vous confirme que les pétales de rose, on peut en faire de l'excellente confiture. On peut manger, mais que c'est bon uniquement à partir d'une certaine quantité et bien préparée. J'ai toujours été très, très prudent sur les vertus prétendues des fleurs ou de certains légumes concernant leur qualité gustative. Je cite un exemple, l'arbousier. L'arbousier, moi j'ai passé toutes mes vacances dans le sud-ouest et on me disait que le fruit l'arbousier c'était une merveille. Et j'en ai goûté plusieurs fois, j'ai trouvé ça plutôt banal, voire ordinaire. Et je me suis même renseigné, j'ai compris pourquoi il fallait éviter de trop en manger, parce que le nom latin c'est Arbutus unedovi, on en mange une fois au bout, ne pas trop s'éloigner de la petite pièce au fond du couloir. Voilà. Bon. Mais donc, pour répondre brutalement à votre question, oui, tous les pétales de rose peuvent se manger, mais ce qui fait la beauté d'une fleur, ce sont les pétales de grâce. De grâce, ne les mangez pas. Avez-vous une autre question? Oh, pour une raison toute simple, madame, je sens que je vais vous casser un peu l'ambiance, mais vous allez vite comprendre. La plante est un être vivant. La plante est dotée d'une sorte de perception, elle est parfaitement capable de sentir son environnement. Juste pour vous donner un exemple, le cocotier. Un cocotier qui vit en bord de plage, il penche toujours au-dessus de l'eau, dans l'espoir que la noix tombe dans l'eau et aille coloniser une île lointaine. Nous, en France, tous les arbres qui vivent en bord de littoral, c'est de l'autre côté qu'ils penchent, parce qu'ils savent que la graine qui tomberait dans l'eau, malheureusement, serait condamnée à mourir. Donc la plante est capable de sentir son environnement. Et ce qui fatigue le plus un végétal, c'est la floraison. Ça, c'est le petit truc pour vos rosiers. Quand la fleur est fanée, coupez-la. Coupez-la. C'est là où vous aurez les plus beaux rosiers. Le rosier sait que la pollinisation n'a plus besoin de parfum, car ce n'est pas l'insecte qui va venir polliniser, mais l'homme tout simplement. Alors la plante se débarrasse d'une chose difficile à faire, le parfum. Le fruit, lui, comme la pomme, se débarrasse du goût, raison pour laquelle la plante, sachant que l'intervention humaine a remplacé l'insecte en particulier, eh bien, la plante malheureusement ne produit plus ses qualités principales. Mais actuellement, ça y est, les rosieristes retravaillent les parfums. Moi-même, je m'y mets. D'ailleurs, dans 2 jours, j'inaugure à Versailles le jardin du parfumeur. On a créé un jardin spécialisé pour le parfum, avec les rosiers sans feu, le centifolia, celui-là même qui est utilisé par les parfumeurs de Grasse, et d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que du parfum à Grasse. Voilà. Mais il est vrai que les rosiers, la méthode de culture aujourd'hui encourage le végétal à ne pas produire de senteur. Il s'exempte d'une corvée qui n'a pour lui aucun intérêt. Ah oui. Avez-vous d'autres questions? Allez-y, monsieur. Non, malheureusement, je n'ai pas encore lu votre ouvrage. Oui, malheureusement. Oui, mais par contre, j'ai une question. Vous parlez des mythologies et la rose et les religions. Oui. Comment elle est perçue, J'en parle aussi. Alors, c'est pour ça que j'en parle aussi. La rose, elle a mis du temps en France à être perçue parce que, effectivement, la luxure romaine faisait qu'en France, on aimait moyennement. Et puis arrive d'Italie d'ailleurs. L'art du jardin, le jardin à la française vient d'Italie. Et on va créer les fameux jardins de curé. Et il y a cette fleur qui est tellement merveilleuse qu'on se dit à un moment donné, on va peut-être quand même on ne va pas se priver de la reine des fleurs. Et dans le jardin de curé, il y a toujours des rosiers de 2 couleurs, rouge, le sang du Christ, et blanc, la pureté de la Vierge Marie. Et les rosiers auront pour mission de fleurir l'autel le jour de la cérémonie. Mais la rose, effectivement, là encore, a symboliquement sa place dans le livre, même si la rose n'a pas une importance capitale. Je parle du jardin de l'islam, mais dans la religion, moyennement. Mais il est vrai que la rose est à l'origine de quantité de traditions. Je vous donne juste un exemple. Les comédiennes, les actrices de théâtre, au siècle dernier, enfin au 20e siècle, non, au 19e siècle, dans les années 1900, les actrices de théâtre avaient des contrats à l'année. En fin de saison, le directeur renouvelait le contrat de sa comédienne en lui envoyant un bouquet de roses. Il s'avère qu'une comédienne ne reçoit non pas un bouquet de roses en fin d'année, mais un bouquet d'œillets. Elle a compris le message, elle retourne en pleine figure le bouquet d'œillets, raison pour laquelle on n'offre pas d'œillets aux femmes, comme quoi la rose a la symbolique là, de la victoire, de la réussite. On remporte un combat
avec les roses. Quand Picasso rencontre Jacqueline, qui va devenir son épouse, il est tellement amoureux de cette femme que tous les jours, il va aller dessiner une rose à la craie sur sa maison, et que le premier tableau qu'il va peindre d'elle sera Jacqueline et les roses. Donc la rose a une symbolique, mais dans la religion réelle, donc dans la religion telle qu'on nous l'enseigne, la rose n'y a qu'une place que très anecdotique. Par contre, les tableaux, eux, qui représentent la religion, mettent la rose souvent très en avant. Avez-vous une dernière question? Allez-y. Ou une avant-dernière. Une question pratique. Combien de temps peut vivre un rosier en moyenne? Ça, c'est un peu la question piège. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai la chance d'être sur France Inter maintenant depuis très longtemps. Et quand je dis, par exemple, qu'un pommier, en bout de 80-100 ans, c'est le maximum, il y a toujours quelqu'un qui me sort une photo d'un vieux arbre fruitier qui a 150 ou 200 ans. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Ce que je sais, c'est qu'en venant ici, j'ai vu une maison abandonnée, mais je ne plaisante pas, qui est avec un rosier envahi de fleurs. Donc déjà, comme quoi, quand on laisse faire la nature, elle n'a pas besoin de nous. Le rosier n'a pas vu un sécateur depuis peut-être 20 ou 30 ans. Il est magnifique. Alors, combien de temps peut vivre un rosier? Quand on lit les catalogues des producteurs, ils vont vous dire 20, 30 ou 40 ans. Moi, je pense davantage. Ma maman a 98 ans. Elle a toujours dans son jardin des rosiers que j'ai plantés quand j'étais gamin, qui ont donc plus de 50 ans. Je pense donc qu'un rosier, quand il vit dans de bonnes conditions, qu'il n'est pas massacré, peut vivre centenaire. Ouais. Et si c'est possible, une dernière question pratique. Quand il y a des rejets sur un rosier, est-ce qu'il faut les tailler? Oui, toujours. On les appelle gourmands. Ce n'est pas pour rien. Ce gourmand, il part de dessous du point de greffe. En fait, c'est la plante qui retourne à son état naturel. Parce que le rosier, de temps en temps, il a quelques velléités de liberté. Et ce rosier, ce gourmand, il est vert clair, il a une croissance incroyable. Et si vous le laissez vivre, il va rapidement pomper toute la sève et votre rosier va complètement se métamorphoser. Votre pierre de Ronsard va devenir un vieil églanté, si très rapidement. Donc oui, si vous voulez garder votre rosier, vous supprimez régulièrement tous les gourmands. Vous n'oubliez pas de supprimer les fleurs fanées, vous coupez bien sûr les fruits, et vous verrez que les rosiers sont capables d'être beaux, de fleurir longtemps et d'apporter beaucoup de plaisir. J'aurais une dernière question pour vous. Si vous étiez face à André Le Nôtre, que lui diriez-vous? Ça, André Le Nôtre. je serais un peu embêté quand même. Je serais un petit peu embêté parce que je l'ai quand même pas mal critiqué. Il faut dire que c'est un homme que je connais bien, qui a quand même quelques défauts. Je vais vous donner juste un exemple à propos d'André Le Nôtre. André Le Nôtre, en 1686, est fatigué, il est souffreteux, et il se fait héberger chez le marquis de Pontchartrain. Le marquis de Pontchartrain, pendant plusieurs semaines, héberge gentiment André Le Nôtre chez lui. Au bout de quelques semaines, André Le Nôtre, ça y est retapé, il repart allègrement à Versailles, et le propriétaire en avait profité, il était là pour lui demander quelques conseils. Il ne va pas oublier, André Le Nôtre, de lui facturer les conseils. Je trouve ça quand même un peu gonflé quand même. Donc l'homme avait peut-être du talent, mais il était un petit peu pingre. Toujours est-il qu'il a su créer des jardins hors du commun. Et aujourd'hui, quand un jardin est estampillé André Le Nôtre, on peut dire qu'il est éternel. Il n'est pas l'inventeur du jardin à la française, c'est d'autres avant lui qui l'avaient créé, mais il a été capable de magnifier cette expression horticole, et il est vrai que le jardin à la française a un avantage immense. Les buis sont taillés à une hauteur précise, les haies, elles aussi, sont taillées, les végétaux sont comme figés, et je comprends pourquoi Louis XIV aimait beaucoup son jardin, car quand le jardin à la française a atteint sa dimension maximale, il ne bouge plus, il ne vieillit plus. C'est pratique. Quand vous êtes dans un jardin anglais, je cite mon cas, et que je vois des arbres que j'ai plantés moi-même il y a 40 ans, ils sont déjà costauds, les arbres. Là, je me dis, j'ai quand même moi aussi pris un peu d'ancienneté. Mais quand je suis du côté à la française, le jardin est le même, c'est le même jardin que j'ai trouvé il y a 40 ans, je ne vieillis pas. Le jardin ne vieillit pas, le jardinier non plus. C'est l'avantage peut-être d'André Le Nôtre. Donc, suivant l'humeur, vous allez d'un côté ou l'autre de la barrière. Alors, je suis vraiment navré d'avoir loupé les roses et les choux.
Il y a une chose qui est terrible. Quand on écrit un livre, on part sur de loin, et il y a toujours le petit élément, vous savez, où l'on s'égare. Donc je me dis, attention au prochain livret où je vais aller, on va me poser la question. Donc je vais la réviser, mais vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un autre paf. Non, puis au-delà de ça, je vous conseille vraiment cette lecture parce qu'il y a énormément d'informations. C'est très dense, mais c'est passionnant. Parce que là, on a parlé de quelques anecdotes, mais il y en a bien d'autres. Donc vraiment, je vous conseille la lecture. Juste, si vous le permettez, parce que je me suis également amusé à donner, je crois vers la fin, des noms de rosiers. Les rosieristes sont des grands amoureux. Je disais qu'il fallait être des amoureux de la vie. Il y a des rosieristes, ceux qui ont baptisé leurs fleurs des étoiles plein les yeux. C'est merveilleux, hein, d'avoir un bouquet de fleurs qui ont pour nom des étoiles plein les yeux. Il y en a un autre qui a appelé sa rose chapeau de Napoléon. Là j'ai toujours pas compris pourquoi. Alain Baraton, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.